Dimanche 26 juillet 2020, merci de nous rejoindre au D12 de Pyramide FM. Bienvenue au rendez-vous politique de dimanche à Lomé. On peut tuer un homme, mais on ne peut pas tuer ses idées. Ainsi parlait Tavio Amorin, tué un 23 juillet 1992 à Lomé. Cette semaine, un certain nombre de Togolais se sont souvenus de la mémoire du secrétaire général du Parti socialiste panafricain PSP, découvert à la conférence nationale. Le combat politique du jeune et brillant orateur a fait long feu. Quel était en réalité ce combat et que reste-t-il de cet engagement politique? Depuis l'ouverture démocratique au Togo, plusieurs acteurs se sont engagés notamment pour plus de démocratie, de justice et de liberté dans notre pays. L'une de ces libertés est celle de la presse, et au Togo, cette presse fait son travail diversement apprécié, diversement soutenu et diversement engagé. Elle apporte tout le temps sa contribution à la construction de la nouvelle société togolaise, celle débarrassée de la corruption et des détournements des deniers publics. Depuis quelques semaines, une entreprise de la presse togolaise fait la une. L'alternative du journaliste Ferdinand a été baptisée de Petrol Gate. Le scandale en question porterait sur plusieurs milliards de francs CFA, entre 400 à 500 milliards, et les révélations ont engendré plainte au tribunal et menaces et intimidations du journaliste. Les révélations seraient-elles issues de la science-fiction? Les contestations concerneraient-elles une fausse implication des accusés ou la taille du préjudice? Le 12 août prochain, les Togolais auront un début de réponse. En attendant le 12, le premier, une manifestation politique, une marche est convoquée, notamment par les responsables de la dynamique Podro. Quelles sont les chances pour la tenue d'une telle manifestation à Lomé? En pleine pandémie du coronavirus, les organisateurs auront-ils le blanc-seing du ministre de l'administration territoriale? Il va s'agir d'une nouvelle épreuve à la liberté de manifestation en République togolaise. Depuis quelques mois, pour ne pas parler d'années, les déclarations livrent âpre bataille avec les services techniques du ministère. Question d'itinéraire, mais aussi de point de chute. Au final, les Togolais restent-ils en phase avec les manifestations de rue? Après les épisodes mouvementés de 2017 à 2018, croit-il encore que quelque chose se trouve dans les rues? Si ces questions sont légitimes au Togo, elles ne se posent même pas au Mali. Dans ce pays, les adeptes de la rue veulent le fauteuil du président Ibeka. Ils lui contestent sa gestion du pays. En médiation sur place, la CEDEAO peine à trouver le bout du tunnel. Comment expliquer la recrudescence de ces crises de légitimité en Afrique de l'Ouest? Le Togo et son président sont passés par là, la Guinée et son président aussi, c'est le tour du Mali. En attendant, les solutions, n'est-il pas logique de se demander si la CEDEAO ne va-t-elle pas finir par tomber en panne dans sa gestion des crises politiques, mais aussi dans son positionnement face aux défis économiques et notamment son envie d'avoir une monnaie unique? C'est le docteur Ekoufoli, conseiller de J-Chris Olympio de l'UFC, qui est notre invité. Docteur, bonjour, comment vous allez? Bonjour, cher Athiobé, cher radio spectateur, si on peut dire auditeur, je me porte très bien. Ça fait un bail. Vraiment. Mais la dernière fois que vous étiez passé ici, au D12, je crois que ça remonte à 2019-2018. 2019. Le nom c'est docteur Ekoufoli. Ekoufoli, Gaga. Ok, quand on évoque Ekoufoli, ça me rappelle le nom d'un célèbre footballeur togolais, je ne sais pas si vous le connaissez. Ekoufoli, vous êtes de la même famille? Nous sommes parentés du bras long, si on peut le dire ainsi. C'est-à-dire que c'est toujours ce qu'on appelle les Toubans, toujours autour de Bidi, mais sont les coeurs différents du mien, si on peut le dire. Mais quelle est la différence? La différence, c'est que nous avons d'abord le vrai nom, c'est Okwei du Ghana, des grands du Ghana. Maintenant, certains ici au Togo ont choisi de prendre Ofori, Ofoué, Folie, et d'autres ont choisi Ekoué avec C, d'autres Ekoué avec K, d'autres Ekoué avec OU. Et du coup, il y a ces différences dans la patronymie, mais au fond, c'est le même rameau. Donc en réalité, comme un certain nombre de Togolais, vous n'êtes pas du Togo, puisque en réalité, on se demande si on est vraiment tous du Togo. Le Togo est officiellement né durant la transition de 58 à 60 en tant qu'État. Et tous ceux qui vivaient sur le territoire avant ne pouvaient pas être appelés Togolais. Nous sommes tous des populations qui avons migré d'autres aires en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est,
pour occuper le territoire. Je crois que nous sommes un pays, une nation un peu multicolore. Quand je parlais de Kouefoli, ancien joueur de la SFOSA, cela me permet de dire quand même que c'est des joueurs qui avaient fait la pluie le beau temps pour la sélection nationale de football du Togo, mais qui finissent majoritairement très mal leur vie. Et Kouefoli, il vit depuis quelques années à Ben, là-bas, et puis il travaille comme il intervient dans un cimetière à Bekota, là-bas. Est-ce que quand même c'est bon pour le Togo? Non, c'est une situation que nous déplorons. Et on peut prendre l'exemple de pays comme le Taïwan, ou comme la Corée du Nord, ou des pays comme Israël, où on a une chancellerie qui est spécialement dédiée, n'est-ce pas, à honorer tous ceux qui ont fait le nom de l'État, que ce soit dans le domaine sportif, dans le domaine culturel, dans le domaine politique, ainsi de suite. On n'a pas ce type de chancellerie au Togo. Et normalement, des joueurs comme ça, Dr Kaolo et Kouefoli et plein d'autres, Nibombe Wake, qui ont fait connaître le Togo, à Adebayor, il est toujours là, on devrait leur donner des médailles. Et l'État devrait normalement prévoir des perdièmes, peut-être trimestriels, peut-être annuels, pour ce genre de personnalités qui ont fait connaître le pays à l'étranger. Et c'est au Parlement, aux partis politiques qui sont représentés au Parlement, de faire des propositions de loi dans ce sens, pour que on ne retrouve pas dans des caniveaux, dans des rues, dans des situations très exécrables, des personnes qui ont été des doigts pour le pays. Voilà. Certains disent que le pays est ainsi. Cette semaine ou quelques semaines auparavant, c'est le cas de Nibombe Wake qui décrit la chronique. Nibombe Wake, c'est un des anciens gardiens de l'équipe nationale de football du Togo. Est-ce que vous avez connu Nibombe Wake? Bien sûr. Un peu? Bien sûr. Un très grand gardien. Oh, bien entendu. On l'appelait le chat noir. Et Nibombe Wake, moi j'ai suivi plein de ses matchs. Et même lorsqu'il avait sauvé le Togo contre le Ghana au Burkina, nous étions tous là. Nous avons vécu ce qu'il a fait. Je crois que normalement, on devait même créer des rues en son honneur. Et c'est ce que nous remarquons souvent en Europe. Aujourd'hui, on parle encore de Prud'homme, on parle de Castex, on parle de Shakespeare, de tous ces gens qui ont animé l'histoire de l'Europe et qui sont demeurés dans la mémoire collective aujourd'hui. Nous, on les oublie. Si je commençais par vous donner des noms d'illustres Africains qui ont changé l'histoire de l'Afrique, personne ici ne les connaîtrait parce que on n'a jamais fait transcender les âges. Ces noms n'ont jamais transcendé les âges et les générations. Et le gouvernement peut-être devrait faire beaucoup plus attention à ces symboles. Il s'agit de symboles que nous devons honorer. Voilà. Ça aussi, c'est une curiosité africaine. Et vous venez dans les grandes capitales comme Lomé, vous avez des rues François Mitterrand et vous avez des rues qui célèbrent des grandes personnalités françaises, mais très peu de Togolais. Et il y a cette question banale. Et quand on était encore comprimé, on nous disait que Lomé a été fondé par un certain Ditry. Mais curieusement, aucune rue ou aucun symbole ne rappelle cette personnalité. Justement. Et bientôt, ce nom va disparaître. Si on ne fait pas une stèle, si on ne fait pas une rue, un monument à son honneur, ça va disparaître. C'est ce que nous disons, que l'homme noir est toujours en conflit avec sa propre identité. Et on préfère adopter par exemple une langue étrangère que de trouver une langue entre les 46 langues que nous avons au Togo pour en faire une langue nationale. Et on préfère adopter une langue étrangère. Et c'est pas au Togo seulement, il y a ça dans presque tous les pays, excepté le Sénégal, où les 99% sont des Wolofs, excepté le Congo, la RDC, où les gens préfèrent tout simplement parler dans leur langue. Même, ils font des journaux télévisés dans leur langue, excepté l'Éthiopie quelquefois. La Tanzanie, vous savez très bien que le président tanzanien ne s'exprime jamais en anglais aux Nations Unies. Il s'exprime toujours dans la langue locale. Et on trouve des interprètes pour ça. Voilà, c'est les défis de la nouvelle génération, de la jeunesse, comme vous parlez, que les jeunes d'aujourd'hui posent ces problèmes de mémoire.
Patrice Talon est en train de faire des efforts dans ce sens. Les gens des communautés ont été privés de leur divinité mère. Et ils n'arrivent plus à faire des prouesses au plan de la spiritualité africaine parce que les statuts qui permettaient d'activer ces entités se trouvent en France, se trouvent à Turin, se trouvent à Londres. On demande de faire, les ancêtres ont dit faites rentrer ces statuts pour que vous puissiez rentrer de nouveau en contact avec ces entités qui sont statiques et qui existent, qui peuvent encore aider le pays. Et Talon a lancé le débat. C'est des débats qui deviendront de plus en plus récurrents. Et on sera obligé d'accepter que l'Africain doit être l'Africain. Comme disait Thomas Sankara, soyons Africains, honorons nos ancêtres, honorons ceux qui ont marqué notre histoire. Et je salue par là le courage du président Faure Gnassingbé et du président Gilles-Christ Olympio qui ont accepté donner le nom de Sylvanus Olympio à l'hôpital. Vous savez très bien que c'est Sylvanus qui avait posé la première pierre pour cet hôpital-là. Et ce nom est revenu. Aujourd'hui, ça rentre déjà dans un vocabulaire populaire. Quel hôpital vous allez? C'est comme ça, petit à petit, que l'imaginaire collectif se reconstruit. Et on peut le faire pour plein d'autres personnes qui ont lutté pour que le pays naisse, pour que le Togo existe. Voilà. Est-ce que c'est un mérite que de donner le nom de Sylvanus Olympio à l'hôpital de Lomé, si on sait toute l'implication que ce personnage ou cette personnalité a eu dans le combat pour la création de l'État du Togo? L'hôpital, on sait dans quel état il est. Est-ce que c'est quelque chose de grave? Les réhabilitations de mémoire sont des processus qui commencent toujours par quelque chose. Et le fait de donner le nom de Olympio à cet hôpital est un symbole initiant et initialisateur. Je crois que beaucoup d'autres choses viendront par le futur. Et je sais que le président Faure Gnassingbé n'est pas contraire à cela. Parce que nous savons, de par la cuisine interne de notre parti, qu'il est un président très ouvert, au milieu de forces conservatrices très féroces. Mais avec le dialogue, les choses vont bouger et bougeront et iront dans le meilleur sens. Il y a des figures aussi comme la figure du général Gnassingbé Eyadéba qui a fait le Togo d'une certaine façon. Moi, quand je reprends certaines archives des années 70-80, je découvre par exemple des décrets signés par le général où le général disait que nul n'a le droit d'enceinte une fille qui est sur les bancs de l'école. Et il y avait des amendes quand vous faisiez ça. Vous voyez, ça renvoie à une certaine moralité dont il a été lui-même le protecteur ou bien le pionnier. Aujourd'hui, ces valeurs ont disparu. Et donc, ce sont des gens qui ont fait le Togo dans le bien comme dans le mal. Et quand on vous écoute là, moi personnellement, j'ai l'impression d'écouter un peu aussi Nicolas Lassomme qui disait il n'y a pas très longtemps ici que Faure Gnassingbé c'est un bon président relativement et qu'il est entouré par un certain nombre de collaborateurs et qui ne l'aident pas forcément. C'est ce que vous voulez dire aussi? Je veux dire que les intrigues qui entourent la gouvernance du chef de l'État sont tellement fortes et sont telles que ses propres marges de manœuvre sont très réduites. Non, mais en fait, est-ce que c'est pas curieux quand même, puisque c'est lui qui est le chef de l'État et cette histoire, on la répète depuis 2005-2006. Oui, en 2005-2006, il était arrivé au pouvoir dans des conditions qu'on sait relativement fragilisées par le contexte national. Mais quand même, ça fait 15 ans. C'est vrai, il y a un imaginaire populaire autour du chef de l'État qui fait de lui, ou qui fait des chefs d'État des supermen. En réalité, plus vous montez, plus vous sentez que vous pouvez tomber à n'importe quel moment. Puisque votre centre de gravité, c'est long de la Terre. Les chefs des États, ou bien les chefs d'État, sont soumis à des pesanteurs qui sont incroyables. Que ce soit au plan interne, que ce soit de l'extérieur, les partenaires, les accords qui préexistaient à leur intronisation. Il y a tout ça et le contexte particulier du Togo nous permet de comprendre que les marges d'un chef d'État dans ce contexte,
s'il n'est pas sage, s'il n'est pas réservé, ses marges sont très réduites et il risque de ne même pas être lui-même le patron de la barque. Mais comment dans ces conditions-là implémenter éventuellement son programme si ce n'est pas lui qui décide, s'il se fait par exemple manger par son entourage et les paramètres extérieurs que vous décrivez là? Il existe des décisions que le chef de l'État prend souverainement. Il existe d'autres qu'il peut prendre souverainement à ses risques et périls. Et il doit tenir compte de ces contingences-là. Vous avez l'armée qui assure la sécurité du chef de l'État. Vous avez des corps qui assurent la sécurité des nourritures qu'il mange. Donc, il dépend forcément en tant qu'homme d'un certain nombre de personnes, de rouages. Et ces éléments dont il dépend constituent une pesanteur sur lui. C'est normal. Et le chef de l'État, c'est surtout celui qui doit faire la synthèse de toutes les forces qui bougent autour de lui. Je sais ce dont je parle puisque nous vivons plus ou moins la même expérience, peut-être à des degrés inférieurs, au sein de l'UFC. Et chaque décision est soumise à des pesanteurs ou à des personnages que vous ne pouvez pas écarter, parce que si vous les écartez, vous avez un contre-coup qui peut vous faire chuter. Et vous devez ménager. Vous voyez, dans presque tous les pays africains, vous entendez parler de corruption, de détournement d'argent, mais c'est très étrange que ceux qui seraient les présumés corrupteurs ou les présumés corrompus restent toujours en poste. Parce qu'ils ont été impliqués à différents degrés à des dossiers républicains tels que ce ne sont pas des gens qu'il faut écarter facilement. On doit aménager. Ça, je vous parle de la politique sociologique, de la vraie politique, pas des livres. Dans la réalité, c'est ce qui se passe. Dans la réalité africaine, si on se réfère à ce qui se passe en Europe, on est carrément dans un autre univers. En Europe, et vous fautez, et quel que soit votre degré, on peut vous démarquer. C'est vrai, parce que en Europe, il y a tellement d'élites préparées. Pour un poste, vous pouvez en avoir 100. Et vous pouvez avoir autant de personnes. Non, pour l'Afrique, c'est une question d'élite. C'est une question d'élite et d'allégeance. Si vous avez beaucoup d'élites disponibles pour un poste, il faut vérifier que toutes ces élites vous garantissent l'allégeance et la solidarité qu'il faut. Ici, c'est la solidarité dans le bien et dans le mal. Un peu comme le mariage, où vous dites à votre femme, c'est pour le meilleur et pour le pire. Ici, dans ce domaine, c'est la loyauté qui compte. Vous pouvez me voir commettre un crime, mais j'attends que vous me disiez, que vous gardiez le silence. Parce que vous êtes avec moi. C'est ça l'omerta. Et vous le voyez avec soit la Camorra, la Cosa Nostra et toutes les mafias italiennes. Où vous vous demandez comment des gens bien sensés solidarisent dans le mal. Parce qu'il faut une couverture complète. C'est ça la loyauté et l'allégeance. Quand vous arrivez à un certain niveau du pouvoir, il faut des gens sans condition qui vous protègent et qui vous gardent. Vous décrivez un peu la situation au niveau du pouvoir politique central au Togo et vous faites une comparaison avec ce qui se passe au niveau de l'Union des forces de changement. Je vous ai présenté à l'entame de l'émission comme étant un des conseillers de Jekri Sonikyo. Jekri Sonikyo, visiblement, on sait plus ce qu'il devient. Oh, Jekri Sonikyo se porte très bien. Vous savez très bien qu'il est à Paris. Il était à Paris, ses voyages ordinaires, avant le confinement décidé en France. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes toujours dans ce presque confinement, puisque le Togo n'a pas encore ouvert complètement ses frontières extérieures, comme le Bénin, puisque beaucoup de personnes arrivent au Bénin, traversent la frontière. Voilà, il est là, il est à Paris, il se porte, je peux vous assurer qu'il se porte très bien, puisque nous échangeons avec lui presque tout le temps. Et la pratique qui a toujours été la sienne, de lire tous les journaux, tous les jours, il continue de la garder. Donc, nous lui envoyons les revues de la presse, les documents qui sortent, les publications, les titres, en scanné, il les lit tout le temps. Il est là, il est toujours là. Il reviendra dès lors que le déconfinement sera complet. Mais quand vous faites référence à Paris, il faut dire que Paris n'a pas porté chance ces derniers temps aux acteurs politiques, certains acteurs politiques majeurs d'une certaine époque au Togo. Edem Kodjo notamment, et Abouido aussi, c'est
acteurs de la même époque que Gilles Kessonito. Est-ce que lui-même, en étant à Paris, est-ce qu'il n'a pas une pointe de peur? Non, non, non. Monsieur Gilles Solentio, vous savez, pour ceux qui le connaissent, c'est un homme qui est très serein. Il est très très serein. Moi, j'ai été étonné, une petite parenthèse, en 2013, lors d'une formation que j'ai faite à l'UFC, nous étions rencontrés, et Gilles-Christ Olympio me citait des ouvrages des années 20, des années 30, les titres, les auteurs exacts, précis. Il a toujours cette mémoire, il est très serein, il sait ce qu'il fait. Et j'ai entendu beaucoup de personnes dans la classe politique togolaise qui disent que c'est un has-been, qu'il a été. Mais je crois que beaucoup de personnes se trompent sur son compte. Le patron, comme nous l'appelons à la maison, souvent il se porte très bien. Et il est au courant de tout ce qui se passe au Togo. Je reviens sur une question que nous évoquions il y a quelques minutes, à savoir l'identité africaine, et vous avez donné des exemples venant du Sénégal ou également de la République démocratique du Congo avec les langues nationales. Et pour ce qui concerne le Togo, c'est vrai que le débat, il est là. Quelle langue épouser, même si on sait que de Lomé jusqu'à Sinkassé, relativement, et les Togolais se comprennent en parlant le Mina ou une langue de Lomé. Ouais. Mais là, le débat, la question se pose toujours face aux autres langues, comme le Kabylie, le Koutoukoli, le Moba. Est-ce que vous pensez qu'au Togo, on finira aussi par avoir une langue comme le Wolof, qui est parlé majoritairement par les Sénégalais, puisqu'ils comprennent cette langue, qu'ils soient à Dakar ou dans les autres contrées du pays? Même chose pour le Lingala au Congo. Je crois humblement que cette question de la langue ou de la suprématie d'une langue ne se décrète pas. Elle vient de soi. Et on ne fait pas d'élection pour choisir une langue. Les V, ou bien je préfère le Mina parce que les V c'est encore... le Mina c'est une langue véhiculaire, c'est une langue qui est commerciale, c'est une langue qui est transversale du Togo, du sud jusqu'au nord. Déjà, elle est adoptée comme langue par beaucoup de personnes. Mais le problème qui se pose, ce n'est pas tant la langue que les gens vont utiliser dans le pays. Parce que toutes les communautés doivent garder leur langue. Personne ne doit perdre sa langue. Le Nandéba, le Kabylie, le Koutoukoli, le Tchokossi, toutes ces langues doivent rester. Parce que les peuples qui les ont parlées sont imprégnés de l'esprit de ces langues. Maintenant, il y a la question de l'utilitarisme de la langue, du l'utilitarisme langagier. Il faut voir si on a besoin d'une langue pour faire les relations internationales, on a besoin d'une langue pour la science, on a besoin d'une langue pour le commerce à l'intérieur. Et on choisit la langue dont la structure grammaticale est plus adaptée, par exemple à la science. Cheikh Anta Diop a démontré qu'avec le Wolof, on peut très bien faire les mathématiques, la physique, quelles que soient les sciences les plus poussées peuvent être faites avec le Wolof. Il faudrait voir ici quelles sont les langues qui ont beaucoup plus de ressorts, qui peuvent servir de plateforme pour l'enseignement scientifique. Dès lors qu'une langue présente ces caractéristiques, cette langue peut être adoptée. Les linguistes et ceux qui travaillent là-dessus, ils en font un corpus scientifique possible. Mais c'est une affaire qui va, je dirais, cristalliser des conflits. Et je ne crois pas que ce soit un défi du présent. C'est des défis des décennies à venir. C'est aussi une question politique. Absolument politique. Très politique. Oui, la langue cristallise l'identité. Puisqu'on évoque l'Afrique, moi je voudrais qu'on parle un peu du Mali, puisque dans ce pays-là aussi, ils ont des langues comme le malinké et le soninké, en fait des langues que beaucoup de communautés partagent. Mais ce pays a des difficultés depuis quelques années. Il y avait eu les djihadistes, ils sont toujours dans le nord de ce pays. Et puis aujourd'hui, il y a la contestation interne de plus en plus forte à Bamako. Comment comprenez-vous toutes ces difficultés qui sont venues depuis qu'il y a eu la mort du président libyen Kadhafi et puis toute cette bande sahélo-saharienne qui souffre
Le Mali est un pays vraiment qui pose problème. Et j'ai bien peur que la CEDEAO ne commette des erreurs très graves au Mali. Depuis que le verrou libyen a été sauté, le Mali a été pris par des groupes terroristes dont l'objectif était clair, créer des États ou créer au moins un État islamique au nord du Mali. Donc il s'agit clairement de la partition du Mali, de l'étatisation, du processus d'étatisation. Quand je me réfère notamment au test d'Addis Abeba de mai 63, de mai 64, où on avait parlé de la tangibilité des frontières héritées de la colonisation, vous savez très bien que ces principes aujourd'hui ne sont plus respectés, puisque le Soudan a été partitionné et Nicolas Sarkozy a proposé entre-temps que tout l'Est de la RDC devienne une zone internationale. Et du coup, la tentation de la reprise de l'étatisation en Afrique est très forte. Et je crois que le Mali est rentré malheureusement dans cet engrenage-là où des gens qui veulent réétatiser le Mali et ont mis sur le terrain des groupes armés. Et nous savons très bien comment se crée un État. Un État, c'est trois choses. La force armée, un corpus juridique, un territoire, c'est tout. C'est ce qu'ils ont fait. Ils avaient les armes, ils ont un corpus juridique. Pour l'instant, on parle de charia, mais ce ne sera pas la charia, parce que dans le désert malien, il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a de l'or. Donc c'est une grosse affaire de la grande finance internationale. Le problème, c'est que Ibeka, qui a été élu en 2013, soutenu par ailleurs par l'imam Diko, a promis de maintenir la sécurité dans tout le Mali et de protéger l'intégrité territoriale du Mali. Lorsque Ibeka était élu en 2013, Kidal était encore une capitale administrative. En 2018, lorsqu'il se faisait réélire, les problèmes sont advenus entre lui et l'imam. Et du coup, Kidal n'était plus une capitale administrative. Kidal avait été déjà pris ou prise par les terroristes. Aujourd'hui, vous savez, si vous divisez le Mali en quatre, les trois quarts du Mali ne sont plus sous le contrôle de l'État central. Et en ce moment où nous parlons, il y a deux chefs d'État au Mali, ceux dont la presse ne parle pas souvent. Il y a notamment un certain Bilal al-Sharif qui officie comme président dans une partie du Mali. Il signe des décrets, il dissout des forces armées. Et Ibeka se trouve à Bamako et à ce qui paraît, la zone de Bamako est la seule zone où règne encore un peu de sécurité. Alors, lorsque l'imam demande à la classe politique, aux forces de la société civile, et à presque tous les prêtres ou bien les sacerdotes musulmans islamiques du pays, de se coaliser et de demander la démission du chef de l'État, ils le font sur la base de l'article 95, qui parle de la destitution possible du chef de l'État pour haute trahison. Déjà en 2018-2019, on avait découvert que Ibeka discutait régulièrement avec des terroristes. Et ils échangeaient des messages, ils échangeaient même de l'argent. Et ça veut dire quoi pour les Maliens? Ibeka a trahi la République du Mali. Ibeka a accepté le plan de partition du Mali, qui est un plan de géopolitique mondiale. À ce moment-là, Ibeka, on a demandé qu'il soit destitué. Posez-moi la question de savoir si c'est un coup d'État qui est légitime. Moi, je vous dirais que ce coup d'État est légitime. Pourquoi? Il n'est pas légal. Parce que le Mali est de la CEDEAO, et la CEDEAO dit, dans les thèses de la CEDEAO, les changements de pouvoir inconstitutionnels sont proscrits. Mais, dans la constitution malienne, on parle de destitution du chef de l'État pour haute trahison. Écoutez-moi bien. Si vous êtes chef de l'État, vous êtes le chef suprême des armées, vous contrôlez la territorialité de votre État, et on arrive à prendre les trois quarts de votre pays, un monsieur comme vous, officier comme chef de l'État dans une partie du territoire, il signe des décrets, il a une armée. C'est de la haute trahison finalement pour vous? Mais je crois tout simplement que l'État malien, l'État central malien a été accommodant
avec cette situation. Oui, mais en fait, ce que vous dites, on l'a écouté quand Amadou Toumani Touré était déjà au pouvoir. On a à ce moment aussi parlé de votre trahison. Oui, Donc, finalement, on va rentrer dans un engrenage. Chaque fois qu'un président au Mali sera en difficulté, notamment face à toute la haute finance que vous semblez dénoncer, et ce président-là peut être poussé dehors. Non, nous ne nous comprenons pas, M. Atiobé. Il ne s'agit pas de malgouvernance ou du fait que les populations ne mangent pas bien, c'est partout en Afrique. Il s'agit de la partition de l'État. C'est autre chose. Puisque l'étatisme, que ce soit en sociologie politique... Mais est-ce que ce n'est pas la même chose qui a été reprochée à Amadou Toumani Touré? Déjà, au temps de ATT, les contacts avaient été pris. Et ils discutaient avec les terroristes. Ce que certaines presses, ou la presse, certains organes de la presse ont découvert. Et ils ont crié, attention, vous ne pouvez pas faire ça. Vous prenez l'Allemagne, vous prenez la France, vous prenez la Corée du Nord, la Corée du Sud. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Déjà, le cas de la France nous enseigne beaucoup. De Gaulle a lancé l'appel de 18 juin 40. Il est allé à Londres, il a cherché du soutien pour lutter contre l'invasion germanique ou allemande. C'est ce qu'on demande des chefs de l'État. Donc, un chef d'État ne peut pas. Je peux comprendre que vous discutiez avec les terroristes pour leur donner un peu ce qu'ils veulent, mais pas pour livrer une partie de votre pays. Mais c'est Quand vous le faites. Ce que vous dites est sans doute incompréhensible au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine, où on est contre justement ce type d'intrusion ou de prise de pouvoir, la façon dont ça se passe actuellement au Mali. Comment est-ce que éventuellement vous aussi vous étiez demandé de convaincre les émissaires de la CEDEAO à avoir une solution qui satisfasse les protestataires, par exemple? Qu'est-ce que vous avez dit aux émissaires de la CEDEAO? Il faut tout faire pour, un, maintenir Ibeka au pouvoir, et deux, rétablir l'intégrité du territoire malien. Il ne faut pas arriver à la partition du Mali. Quand vous arrivez à la partition du Mali, l'État du Mali n'existe plus. Et Ibeka, il est président de quoi donc? Il serait président de quel territoire? La question qu'on peut se poser, vu ce qui se passe au Mali, avec les difficultés que la CEDEAO est en train de rencontrer, on se demande si c'est devenu une épidémie finalement au niveau de la CEDEAO, puisque la situation qu'on est en train de vivre au Mali, cette même situation, on l'a connue d'une certaine manière déjà au Togo et puis en Guinée. Non, le cas du Mali ne peut pas être équiparable au cas du Togo. Non, mais en fait, quand les populations, d'une certaine population, réclament le départ du président de la République, vous ne pouvez pas me dire qu'on n'a pas eu ça au Togo. On a eu ça également en Guinée. Au Togo, c'est une vie. Le Togo, c'est de la folie. Vous demandez à un chef d'État élu de partir à cause de réformes. Ça veut dire quoi? Non, mais en fait, au Mali aussi, les gens ont trouvé des raisons pour demander le départ. Ce n'est pas à cause des réformes. Il n'y a pas de... Le problème du... Écoutez-moi. D'abord, il y a près de 70 programmes internationaux bilatéraux pour la restructuration de l'armée malienne. Il y a l'Union européenne qui en finance 2 à des coûts de milliards. On a demandé à ce que la France restructure l'armée malienne, parce que la France ne peut pas faire de victoire au Mali avec une armée qui est décousue, qui est indisciplinée. Alors tous ces programmes-là sont là. Je vous dis qu'au Mali, il y a l'aménagement. Mais les règles d'engagement de cette force-là sont telles qu'ils ne sortent que très rarement de leur caserne. Et quand ils sortent, c'est sur de grands risques. Alors les Maliens se posent la question de savoir, vous avez fait l'opération Serval, il paraît que c'était bien. Berkane, aujourd'hui Barkhane se distribue entre le Burkina et le Niger. Il y a tous ces instructeurs qui sont là, qui ne comprennent pas, la plupart ne comprennent pas français. Et on ne restructure pas l'armée malienne. Les difficultés de tous les jours sont en train de s'accroître. Et on apprend qu'il y a un autre président qui officie dans une partie du territoire. Mais attention, ici, ce n'est pas les histoires de tipi à Tchadam, de faire des réformes. C'est complètement deux choses différentes. Je suis d'accord. Est-ce que, par exemple, vous êtes d'accord avec moi qu'en Guinée, les populations ont réclamé le départ du président Condé? Les populations ont réclamé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
Bien sûr, je Ok. suis d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'au Togo, les populations ont réclamé le départ de Faure Gnassingbé? Bien sûr. je Ok, suis d'accord mais avec maintenant, moi, je ne veux pas aller dans les détails. C'est Oui. qu'à un moment donné, en Oui. Afrique de l'Ouest, vous. Oui, on a constaté que, de façon récurrente, oui. une partie des populations se soulève, manifeste Oui. et réclame le départ. Est-ce que, par exemple, c'est pas dangereux pour notre sous-région? Oui, cette situation est dangereuse pour la sous-région et elle est généralement liée à la malgouvernance, à la maldistribution des ressources dont dispose l'État en général. On peut extrapoler même sur le Burkina. Mais le problème ici au Mali, au Burkina, au Niger, c'est une question de l'État, de l'étatisation, c'est autre chose. Ça, on est d'accord. Voilà. On est d'accord. On Et est d'accord. lorsque ce problème se pose, la destitution de chef d'État trouvera des défenseurs très érudits et même que vous ne pouvez pas soupçonner. Si vous arrivez là, par exemple, si le Togo était pris du nord jusqu'à une certaine région, était pris par des terroristes. Mais écoutez, on demanderait au chef de l'État qui est ici à Lomé, notre armée sert à quoi? Voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une situation de blocage au niveau du Mali. Les chefs d'État de la CEDEAO vont se retrouver demain en vidéoconférence lors d'un sommet extraordinaire consacré à ce pays. Est-ce que l'avenir du Mali s'écrit désormais en pointillé? Et vu ce qui se passe, vous avez dit qu'une bonne partie du territoire malien est pris, notamment et par des forces externes à Bamako. Est-ce que l'avenir de ce pays, cet avenir est sombre? Et au-delà du Mali, l'avenir de la partie méridionale de notre continent? Il est absolument sombre. Et toute l'Afrique occidentale doit s'attendre à une nouvelle vague de réétatisation. Le Nigeria, même le Cameroun, le Niger, le Mali, ces grands territoires qui sont 3 fois, 4 fois plus grands que la France, ces territoires-là risquent d'être réétatisés. Et le débat aujourd'hui, c'est en double. Il y a ceux qui sont pour une réétatisation et ceux qui sont contre la réétatisation. Tout ce qui se joue là, c'est à ce niveau-là. Acceptons-nous qu'on réétatise toute l'Afrique occidentale, qu'on crée de nouveaux pays, par la force, par l'action terroriste, parce que le terrorisme qui est là, que vous voyez, va finir par un processus de réétatisation. Il n'y a pas autre chose. Est-ce que la situation qui se joue au niveau de la bande sahélo-sahélienne, est-ce que ce n'est pas la même situation qui s'est jouée au niveau de la Syrie, de l'Irak, dans cette zone-là, ce que vous appelez la réétatisation, on ne l'a pas eu? En Syrie, il s'agit de prendre le contrôle de l'État, de destituer Assad et de mettre en place un régime qui serait favorable aux politiques de l'OTAN. En Irak, il s'agit encore d'autre chose. En Afrique occidentale ou en Afrique centrale, la question géopolitique, c'est de réétatiser. Parce que les territoires sont trop grands et les territoires ne sont pas bien gérés. Or, les territoires regorgent de nouvelles ressources dont les grandes industries du monde ont besoin. Donc, il faut réétatiser dans leur logique, remettre d'autres pouvoirs là et pouvoir exploiter les ressources. Oui, dans la situation que vous décrivez, quelles doivent être les attitudes des leaders politiques, notamment par exemple, vous évoquez le Nigeria, vous évoquez le Niger, vous évoquez entre-temps la RDC, le Mali. C'est vrai que ces territoires sont assez vastes. Quelles doivent être les attitudes de ces capitales? Bon, le Cameroun, je n'ai pas de crainte. Le Nigeria, non plus, parce qu'ils ont compris très tôt la manœuvre. Le Mali, malheureusement, est englouti. Et le Burkina Faso également est englouti. Je ne saurais dire autre chose. Mais, permettez-moi de vous dire juste que si tout ceci arrive, c'est parce que les armées n'ont pas fait leur travail. Première raison. Deuxième raison, parce que les accords de défense avec l'État français n'ont pas marché. Parce que si je sais que le Mali a un accord de défense bilatéral avec l'État français, le Niger en a, le Burkina, nous avons les copies. Jusqu'en 2005, nous avons les copies. Et normalement, si ces accords étaient respectés, ces djihadistes n'auraient jamais pu faire ce qu'ils font au Mali. Donc, il faut interroger et les armées
de ces pays et la coopération militaire française. Voilà. Nous avons assez parlé du Mali, on revient au Togo et je rappelle que vous êtes relativement jeune et pour ceux qui nous regardent notamment sur les vidéos qui sont diffusées en direct en même temps que cette émission. Je ne sais pas quel âge vous avez. Je préfère rester discret sur mon âge. Ok. J'évoque votre jeune âge relativement parce que au Togo, on sait que ceux qui s'engagent en politique, la plupart sont d'une certaine année donnée. Et quand on évoque l'engagement politique, la jeunesse notamment, on se rappelle Tabu Amorin. Cette semaine, beaucoup de Togolais ont évoqué sa mémoire. Tabu Amorin, je ne sais pas si vous l'avez connu. Nous, on l'avait vu à la conférence nationale, très loin, à la conférence nationale à la télévision. Et vous l'avez connu, vous? J'ai connu Tabu Amorin. Comment? Tabu Amorin, on a eu des discussions avec Tabu Amorin à son retour à Lomé. D'abord, Tabu Amorin était un ami très proche d'un de mes mentors à Paris. Et la formation idéologique de Tabu Amorin, je crois que nous avons presque tous reçu cette formation à des années de différence. C'est quoi cette formation? Alors, Tabu Amorin a été nourri à la pensée marxiste, socialiste. Parce que vers la fin des années 80-90, il y a eu notamment une scission dans la pensée marxiste en France. Les gens comme Claude Améganville, Tabu Amorin, plus ou moins, à Paris, ils suivaient presque les mêmes rouages idéologiques. Sauf que Claude Améganville était avec les lambertistes. Notamment, il est trotskiste, il serait trotskiste. Mais Tabu Amorin, bien qu'ayant suivi la même formation, a fait sa propre synthèse. Et il avait une idéologie politique propre à lui-même. Et lorsqu'il a entendu, il a eu la nouvelle de la conférence nationale au Togo, il a décidé de rentrer. Il a dit qu'il devait rentrer au Togo pour non seulement chasser, ce sont ces mots, pour non seulement chasser le général, mais aussi mettre en déroute tous les faux opposants qui lui servaient de béquille. Alors, quand il est rentré au pays, effectivement, c'est ce qu'il a voulu faire. Mettre en déroute. C'est la raison pour laquelle beaucoup de ses concitoyens opposants à l'époque, que ce soit dans le phare, que ce soit dans le code, ils avaient des contentieux avec lui. Parce que Tabu Amorin, il avait cette propension-là à chercher à détecter ceux qui étaient dans l'opposition des béquilles du général. Et sa pensée socialiste, elle est très simple. On peut l'assimiler à la pensée socialiste Ujamaa de la Tanzanie, où il disait que le socialisme est le meilleur système pour les pays africains, c'est ce que Senghor disait, sauf qu'il fallait le tropicaliser, pas en général pour tous les pays d'Afrique, mais pour chaque pays. Et il disait que le problème du Togo, le problème du Bénin, le problème de la Côte d'Ivoire, c'était le néocolonialisme. Donc Tabu Amorin est entré, il est rentré en croisade contre le néocolonialisme. Et le parti, justement, le PSP, c'est ça, le socialisme panafricain. Et il disait aussi que pour déraciner le système du néocolonialisme, il fallait créer une amicale internationale, un peu comme la pensée trotskiste. Une amicale internationale de tous ceux qui étaient des panafricains dans tous les pays de l'Afrique francophone, parce que c'est ce qui l'intéressait, et faire en sorte que le déboulonnement des systèmes en place, qui étaient des systèmes néocoloniaux, puisse arriver au même moment. Voilà un peu de pragmatisme, un peu d'utopisme dans la pensée de Tabu Amorin. Il est venu à Lomé et vous savez très bien ce qu'il a fait au Togo. Ses discours sont là et les positions qu'il a prises, notamment concernant la nécessité pour le général de démissionner de l'armée s'il voulait toujours être candidat aux élections, ou au début, la nécessité pour le général de carrément de sortir de la vie politique. Voilà. C'est un monsieur dont les positions ont toujours été tranchées. Bien, merci. Nous venons de passer 45 minutes avec vous et comme le veut la tradition des 12, nous allons avoir dans un instant les avis des auditeurs à travers leurs questions. Votre nom, c'est Dr Ekwefodi Gada. Vous êtes conseiller
J'écris sur l'unité de l'Union des forces de changement. Les numéros de l'émission 87 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Nous aurons également la possibilité d'avoir quelques questions et des internautes qui vous regardent un peu partout à travers le monde. Nous avons le premier auditeur. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, et votre nom? C'est Bleusi. Bleusi, allez-y pour votre question. J'appelle Sora de Via du domaine. Oui, allez-y. Ok, j'ai ma question pour le docteur. Paraît-il qu'en 2017, il y a eu une commission HCOM, je pense, dirigée par Marouane. Lorsqu'ils ont signé presque tout le Togo, ce que les populations ont leur dit c'est la démission et puis c'est de l'État togolais. Donc, lorsqu'il me dit maintenant que les Maliens demandent, que ce n'est pas ce que les Togolais demandent, je veux qu'il me réexplique là-bas. Puisque la commission me m'a dit que, si je me trompe, que les Togolais veulent la démission du chef de l'État. Je veux qu'il me réexplique ça. Merci beaucoup. Bien, merci Bleusi, docteur. Oui, merci beaucoup, chers compatriotes. Alors, ce que je dis, et ce que je vais peut-être réexpliquer avec d'autres mots, c'est que si dans les deux pays, on a demandé la démission du chef de l'État, les motivations des uns des autres ne sont pas les mêmes. Je dis qu'au Togo, on demande la démission du chef de l'État pour des raisons qui sont peut-être politiques et juridiques. On dit que le chef de l'État devait faire des réformes qu'il n'a pas faites et du coup, il n'a qu'à démissionner. Alors, la CEDEAO est intervenue au Togo. La CEDEAO a considéré que ces revendications étaient fantaisistes et qu'on ne peut pas faire partir le chef de l'État parce qu'il n'a pas fait des réformes. Le Mali, c'est autre chose. Il n'y a pas question de réforme juridique ni constitutionnelle. Il s'agit de la réforme de l'appareil de sécurité, donc de l'armée. En plus des problèmes de subsistance de tous les jours. Mais pire, le Mali est partitionné, chers auditeurs. Ça veut dire que le Mali, en tant que république, son existence est en cause. Donc nous avons un pays qui peut devenir demain 2 ou 3 pays. Et on demande au chef de l'État, si tu es chef de l'État, comment as-tu fait pour que notre pays soit partitionné? Donc tu as trahi. Il faut écouter ce que les leaders ont dit. Qu'ils vont le destituer pour haute trahison. C'est différent des motivations que nous avons connues au Togo. Et vous allez le voir vous-même bientôt, avec la médiation de la CEDEAO, ça sera très compliqué. Non, mais en fait, la CEDEAO a des attitudes qui sont pareilles, que ce soit sur Lomé ou sur Bamako, puisque la CEDEAO n'est pas d'accord avec les revendications tendant à écouter le mandat du président malien. Bien sûr, la CEDEAO ne peut pas aller à l'encontre de ces tests. Dans les tests, il y a 2 choses fondamentales dans les tests de la CEDEAO. Aucun pays ne peut prendre les armes contre un autre pays dans l'espace CEDEAO. Et deuxième chose, pas de changement inconstitutionnel permis dans la zone CEDEAO. Du coup, un président qui est élu en 2018, on ne peut pas lui demander de partir en 2020. Sur ce point, nous sommes tous d'accord. Et ce qui va se passer, et c'est ce que dit l'imam Diko, c'est que si lui-même, il a dit, dans une interview il y a cela 2 jours, que l'exigence de la démission du chef de l'État peut être mise de côté. Mais que ce que je demande, c'est que l'intégrité du territoire soit restaurée. Bien, merci. Deuxième auditeur en ligne. Allô? Bonjour. Non, l'auditeur, il est parti. On en avait un qui patientait depuis quelques instants. Il est parti. Il y a des auditeurs qui nous regardent un peu partout et qui ont laissé des questions. Je vais... Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est Bolbango. Oui, votre question? Bonjour, notre invité. Bonjour, cher ami. Ok. Il me semble quelque chose se passe au Togo. Je ne sais pas qui peut sauver les Togolais. Par exemple, le ciment, le clinker, on a trouvé ça au Togo. Et on transporte le clinker vers le Ghana. Et le ciment est moins cher au Ghana plus que le Togo. Côte d'Ivoire, que le ciment est très élevé. Il faut voir comment les Ivoiriens bénéficient des ciments là-bas. C'est 60 000 francs la tonne. Et Togo qui avait des nous avons la chance pour avoir des quinquins ici. On vend le ciment très cher. Qui peut sauver les Togolais pour sortir dans les crises là que nous aussi on profite pour l'occasion, plus disant que nous avons trouvé des richesses dans notre pays
et nous avons bénéficié. Qui peut nous sauver maintenant? C'est ma question. Merci. Merci Bozambo. Bien, le problème qu'il pose sort un peu de mes compétences. Il s'agit de questions de marché public et de production de matériaux. En général, on peut peut-être inciter les parlementaires à demander au gouvernement de subventionner plus ces biens qui sont de première nécessité pour les populations. Je crois que c'est une préoccupation qui est récurrente. Et si certains membres du gouvernement nous écoutent, qu'ils fassent leur méditation et qu'ils reviennent peut-être à de meilleurs sentiments pour voir dans quelle mesure on peut subventionner. Même si c'est 5 francs ou 10 francs que l'on enlève du ciment, ça peut être un symbole pour montrer aux populations qu'on est à leur écoute et que s'il y a les moyens, on descendrait les prix de ces matériaux primaires. C'est vrai que un nombre de questions sont souvent posées par les populations togolaises, notamment liées au port autonome de Lomé. Nous avons un port et il y a un certain nombre de matières qui sont transitées par le port de Lomé, mais ces matières sont relativement moins chères, par exemple au Mali ou au Burkina qu'à Lomé. Et ces derniers jours, on a fait partager sur les réseaux sociaux notamment cette question liée à la tonne du ciment. C'est vrai que le ciment, il est produit au Togo, puisque nous avons au moins 2 ou 3 usines au Togo. Donc si éventuellement les ministres nous ont lancé un appel et nous écoutent, et on ne les écoute pas très souvent aussi les ministres togolais. Et comment comprenez-vous cela? C'est-à-dire que quand on fait le rapport avec les pays les plus avancés, et les ministres, c'est chaque jour dans les médias. Oui, il y a différentes politiques de communication gouvernementale. Dans certains pays, on demande à chaque ministère de communiquer. Chaque ministre de communiquer. Dans d'autres pays, on choisit un porte-parole du gouvernement qui communique. Et dans certains pays, on divise les fonctions en deux. Pour des questions intérieures, il y a un porte-parole. Pour des questions extérieures, il y a un autre parole. Il y a un autre porte-parole. Au Togo, je crois que nous avons un porte-parole du gouvernement qui, de temps en temps, sort. Et de temps en temps sort et explique certaines questions à la population. Peut-être c'est un appel qui est lancé et de faire en sorte que chaque ministère puisse quand même communiquer sans faire des bévues, parce que le risque c'est cela. Et que si on demandait à tous les ministres de pouvoir communiquer sur ce qu'ils font, on risque après une période de 1 an de communication ministérielle disparate de se rendre compte qu'il y aura beaucoup de contradictions et ça peut saper l'action gouvernementale. Face à cette situation que nous décrivons, que nous dénonçons, que nous ne comprenons pas, est-ce que ce n'est pas fait aussi, ce n'est pas encourager par exemple les rumeurs? Parce que ceux qui peuvent rétablir les vérités, donner les informations officielles, ils ne le font pas souvent. C'est vrai, et c'est un problème que nous avons surtout au Togo, où la population a soif de savoir ce que fait le gouvernement exactement. Et les ministres n'ont pas une bonne réputation. Dans les réseaux sociaux, vous entendez les gens dire qu'ils font que des réunions, ils font que signer des papiers, et ils font que passer du temps avec les femmes. Donc c'est ce que je lis aussi dans les réseaux sociaux. C'est pas bien pour un pays, et je crois que l'appel de l'auditeur est très pertinent. Il faudrait peut-être que le gouvernement communique plus sur les actions qui sont porteuses et qui sont importantes. Troisième auditeur en ligne à Bozambo. Allô, bonjour. Oui, allô. Oui, votre nom. Bonjour, docteur. Oui, allez-y. Docteur, bonjour. Bonjour, cher ami. Oui, je pense que si on parle de l'IFC au Togo, on fait référence automatiquement à M. Jésus Politique. Et je pense qu'aujourd'hui, M. Jésus Politique est le chef de file de l'opposition. Moi, mon inquiétude est que le chef de file de l'opposition, c'est une institution qui a été instaurée par le régime en place en compétition avec les équipes même. Et que, au premier, c'est Jean-Pierre Fabre qui a été chef de file de l'opposition. On n'a pas vu cette structure en place. Mais au moment où M. Jésus Politique a signé un accord avec Fonia Sindé, et qu'au moins on croyait que cette institution-là doit être fonctionnelle pour que l'opposition soit derrière à M. Jésus Politique, on n'a jamais vu cette institution-là. Et que toute cette institution-là, quel est l'apport entre FPT-UFC jusqu'à présent? Accord entre JPC et Fonia Sindé. Tout ça là,
Ça nous a embrouillé totalement qu'on ne sait pas où se trouve M. Paul Yassine, M. Tshisekedi et même le Togo. Quelle est votre appréciation? Merci. Bien, merci. Je vous remercie pour cette question. D'abord, concernant l'institution de la chefferie de file de l'opposition, c'est une loi de 2013 qui institue cet organe-là. Monsieur Jean-Pierre Fabre a eu ce titre pendant 5 ans et il n'a pas institutionnalisé. Monsieur Gilles-Christ Olympio l'a repris maintenant depuis 2018 et nous sommes juste en 2020. Et je peux vous assurer que les tractations et les dossiers dans ce sens-là ont été lancés et étaient en cours jusqu'à ce que en février, fin février, début mars 2020, la crise du coronavirus nous a tous confinés. N'oubliez pas que pour mettre en place une institution comme celle-là, il faut beaucoup de négociations avec les membres de l'opposition. Et n'oubliez pas, je ne vous apprends rien, que jusqu'aujourd'hui, beaucoup de partis de l'opposition n'ont jamais ruminé et accepté l'accord que le président Olympio a signé avec le RPT. Et beaucoup de personnes dans nos consultations lui en veulent. Et nous avons fait des consultations disparates un peu partout, moi personnellement, avec d'autres partisans d'un certain niveau dans l'équipe du président Olympio à Lomé, et nous avons découvert que beaucoup de personnes contestent sa légitimité. Alors, dans ce sens, il serait difficile que d'un jour à l'autre, on mette en place une institution de l'opposition qui serait acceptée de tout le monde. Notre travail, c'est d'expliquer aux populations togolaises le bien fondé de cet accord et pourquoi cet accord a fait du bien à tout le pays. Et non, vous êtes toujours dans l'explication? Bien sûr, nous continuons cette pédagogie. Non, mais en fait, ça veut dire qu'il y a un problème parce que, en principe, les Togolais devraient déjà comprendre le bien fondé de cet accord. Si, par exemple, cet accord il est bénéfique pour les Togolais. Oui, le peuple togolais veut voir une seule chose. En général, les gens veulent vivre l'alternance. C'est ce que les gens veulent vivre. On explique et on réexplique aux gens. C'est les Congolais qui disent que quand vous parlez, on ne vous entend pas, vous pouvez chanter. Nous avons dit que l'alternance pacifique au Togo doit être un processus et qu'il faut du temps pour que ça advienne. Ça ne vient pas du tic au tac. Mais si l'UFC seul est au front pour amener le pays vers une alternance pacifique, elle pourra prendre 20 ans. Et nous demandons justement, excusez-moi, permettez-moi de terminer. Mais allez-y. Nous demandons justement aux forces politiques, que ce soit le CAR, avec son dauphin, les FDR, AVI, bien d'autres partis politiques, qui sont des partis d'opposition modérés, plus responsables. Non, mais en fait, qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que l'opposition togolaise aujourd'hui est plurielle. Oui, mais en fait, quand vous évoquez les partis d'opposition responsables, vous voulez les opposer à qui? À quel parti? Bon, il y a des partis au Togo aujourd'hui qui n'ont pas encore compris qu'avec la casse, on n'ira nulle part. Ce n'est pas les politiciens qui font la casse. Ça, c'est une leçon que l'on donne en deuxième année. On dit aux gens, aux politiciens, les politiciens ne font pas de casse. Les politiciens sont des gens responsables. C'est des militants, les militantismes, les activistes qui font de la casse. Mais lorsque vous voyez des politiciens qui veulent gouverner le Togo, le pays, et qui font de la casse, moi je crois que ces politiciens ne sont pas responsables. Parce que ce sont les politiciens qui, lorsqu'ils deviennent aux affaires, ils vont aux affaires, ils changent brusquement. Parce qu'ils comprennent que les affaires, c'est de la pondération. Il faut faire attention quand vous êtes aux affaires. Un petit projet de loi peut vous envoyer aux enfers. Quand vous êtes aux affaires, vous faites doucement. Vous tenez compte de plein de choses. Alors, les partis politiques qui sont modérés de l'opposition, qui s'approchent de nous, et que nous discutions, nous avons dit, l'UFC a dit qu'on va mettre en place une grande maison de l'opposition. Et les discussions sont en cours. Une maison de l'opposition, il y aura plusieurs bureaux. Et si aujourd'hui l'UFC prend cette place, demain l'UFC n'est plus là, le parti qui sera majoritaire viendra dans cette maison de l'opposition. Et moi, personnellement, avec d'autres, notamment l'honorable Alepuy, un des conseillers du président Olympio, et Isaac Tchakpe également, nous avons dit
qu'on va mettre en place une charte ou bien un code de l'opposition togolaise. Ce n'est rien de légal, ça passe par le Parlement et on fait un colloque avec des partis d'opposition où nous adhérons à un code de l'opposition. Mais les gens ont dit que si c'est nous, ils ne viendront pas. Ça veut dire quoi? C'est ce que vous dites tout de suite, M. Atiogui, que les gens n'ont pas encore compris le bien fondé du rapprochement entre l'UFC et le RPP. Mais quand vous évoquez la mémoire de Tavi Amoré, tantôt vous évoquiez une forme d'utopie dans une certaine approche. Mais quand je vous écoute aussi, là, est-ce qu'on ne peut pas parler d'utopie? Et quand vous parlez d'une maison de l'opposition, quand vous croyez encore à l'alternance avec les lendemains de l'accord signé entre Gilles Christ et Fonia Singh, ou entre l'UFC et le RPT, puisque beaucoup de Togolais, ils ont oublié cet accord. Les Togolais ont le choix entre deux choses. Une alternance brutale avec 20 à 30 ans d'instabilité dans tout le pays. Et je vous assure que ça sera ainsi. Ou une alternance négociée, pacifique, après laquelle le pays sera stable. Bien, merci. Un autre auditeur après TV. Bonjour. Oui, bonjour, c'est Komi. Oui, Komi, vous êtes en direct, allez-y. Je quitte le Mali pour atterrir au Togo. En comprenant notre invité, est-ce qu'on pourrait dire que, à raison des richesses minières et naturelles que dispose l'Afrique, les Occidentaux ont mis la terre dans ces pays en faisant du djihadisme, le temps de piller valablement ces pays avant que ces populations ne se réveillent. Au Togo, on a tout récemment invité Nicolas Lawson. Il disait pour diminuer les femmes, c'est-à-dire il a été à la présidence. Je sais que vous maîtrisez les données spirituelles dans la géopolitique. Et nous appelons aussi d'une dame que lorsqu'on recevait l'indépendance, on avait enterré une dame et son enfant au lieu de la place de l'indépendance. Que savez-vous de ces informations? Et pour finir, la question d'alternative du détournement des questions pétrolières, un de vos rangs, au lieu de contrôler l'action gouvernementale et de voter des lois, dit qu'il n'y a rien là-bas. Comment vous trouvez cette réaction? D'abord, la dame qui a parlé de l'enterrement d'une femme et de son enfant à la place de l'indépendance, nous l'avons rencontrée. Et j'ai eu à discuter longtemps avec elle. Et elle dit que ce n'est pas révélation. Bien, en tant qu'historien, moi, je veux des preuves. Ça veut dire des photos ou bien des vidéos. Elle estime que les Américains ont filmé. Mais je n'ai pas accès aux archives américaines sur la mise en place de la place de l'indépendance. Cette question, je crois qu'elle est ainsi close. Concernant un autre enterrement de personnes vivantes qu'on a attribué à Nicolas Gouniski, j'ai rencontré des témoins qui sont encore vivants qui m'ont confirmé qu'il aurait enterré une personne vivante dans une cour, ce qui lui aurait valu la mort qu'il a eue, dont nous n'allons pas parler parce qu'il y a une version officielle de sa mort qui est différente de la vraie version. Maintenant, concernant la fragilisation, par exemple, des États pour pouvoir profiter des ressources des sous-sols africaines. Oui, il y a plusieurs rapports d'ONG au Mali, au Cameroun, au Nigeria qui font état de l'implication des pays occidentaux dans le djihadisme qui est en cours dans le Sahel. Et nous n'avons pas des preuves telles dans le sens du droit. On n'a pas des preuves dans le sens juridique du terme. Du coup, je ne saurais m'exprimer ici en public sur cette question. Je sais que l'Afrique regorge de beaucoup de ressources et que ces ressources attisent beaucoup la convoitise des pays industrialisés. L'avenir nous dira. La question liée à la révélation du journal Alternative. Oui, le journal Alternative, malheureusement, j'ai cherché à le joindre, mais j'ai pas pu le joindre. Un jeune qui le journaliste. Le journaliste. J'ai eu à discuter notamment avec l'honorable
Sénat à l'EPUI, qui est de notre maison, et l'honorable a dit justement dans cette vidéo que pour l'instant le dossier est vide. Et peut-être qu'il n'a pas répété 3 fois pour l'instant. Et on a plus entendu le dossier est vide. Et je crois que on doit laisser le temps à la justice de faire son travail. Et dès lors que l'honorable n'a pas devant lui des preuves qu'il y a eu des détournements, il ne peut pas dire qu'il y a eu détournement. C'est ce que je peux vous dire concernant cette situation. Mais c'est un secret de polichinelle que dans le système pétrolier, il y a souvent des commissions, des sous-commissions et plein de choses. Et ce n'est pas les Angolais qui vont le démentir. Au Togo également, ça peut exister. Les chiffres que l'on donne, il s'agit aux journalistes de venir, lorsqu'il sera au procès, de venir les démontrer. Voilà ce que je peux dire concernant ça. Il y a la question de Fou Kofi Rémi Yves. Il dit, je lis la question. Il vient de dire que la CEDEAO est régie par 2 clauses fondamentales. D'abord, l'interdiction formelle aux États membres de se faire la guerre entre eux et le refus catégorique à un peuple d'écouter le mandat des présidents en exercice, ce que forcément le président en exercice de la CEDEAO appelait l'autrefois la ligne rouge. Alors la question de la limitation des mandats à 2 qui est écrit noir et blanc dans le protocole de cette institution. Je perds la fin de la question et malheureusement je n'ai pas la suite de la question pour pouvoir... Dommage, peut-être que je reviendrai... j'ai pas la suite de la question parce que là... Je crois que je comprends ce qu'il veut dire. Oui, allez-y. Alors, il faut faire la différence entre l'acte constitutif et les protocoles. Les protocoles sont produits après et peuvent être ratifiés ou non par les États. Mais l'acte constitutif a été ratifié par tous les États. Et les dispositions juridiques contenues dans l'acte s'imposent aux États. Le protocole dont il parle limite à 2 mandats. Mais il faudrait que les États signent et ratifient ce protocole pour ensuite internaliser les dispositions du protocole dans leur ordonnancement juridique. Il n'y a pas de débat là-dessus. Si un pays de la CEDEAO, un État refuse de ratifier ce protocole, il peut ne pas avoir la limitation de mandat. Il est libre de le faire. Il y a la question d'Olivier, il y a cette question complète. Pourquoi à chaque fois qu'un peuple se soulève pour sauver son pays ou nation, je lis la question telle que c'est libellé par l'auditeur, l'institution sous-régionale intervient pour maintenir le collègue toujours à la tête du pays en faisant cela. Est-ce que l'Afrique retrouvera sa dignité? Il y a la logique des élites et la logique des peuples. Les élites, les institutions de la CEDEAO, ils ont des règles. C'est un club de chefs d'État qui se connaissent très bien. Et il y a une gouvernance régionale, sous-régionale. Et on ne peut pas faire certaines choses à ce niveau-là. Les populations, eux, ils ont un autre problème. Ou bien elles ont un autre problème. Le problème qu'elles ont, c'est qu'il n'y a pas de mandat impératif. Vous votez les gens pour 5 ans. Avant l'expiration des 5 ans, vous n'avez pas droit à la parole. Et ça, c'est un problème de la théorie normative de la démocratie libérale. Les gens disent que nous sommes en démocratie. Nous ne sommes pas en démocratie. Nous sommes dans des systèmes de gouvernement représentatif. Parce que la démocratie n'admet pas les élections. Il y a une différence entre les élections et le vote. Les gens croient qu'ils vont voter. Ils ne votent pas. Ils élisent. Ceux qui votent, c'est les parlementaires qui votent les lois. Et je rentre dans la philosophie politique parce que toute l'élite s'est fourvoyée sur cette question-là. Tout le monde dit on est en démocratie. Relisez Rousseau. Relisez les classiques. Relisez même Sieyès. Les révolutionnaires français vous diront que même la France n'est pas un État démocratique. Que c'est un gouvernement représentatif. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans des systèmes oligarchiques où les peuples qui sont, qu'on appelle dans le langage, notre langage, les masses imbéciles, c'est pas moi qui le dis, c'est le langage, les peuples élisent des représentants qui votent les lois pour eux ou pour elles. Ça fonctionne comme ça. Et les représentants, c'est qui? C'est les aristos, c'est les meilleurs. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'équité. Or, dans la démocratie classique, le principe, c'est le principe de l'égalité. C'est pour cela qu'à Athènes, on élit les gens au sort. Et tout le monde est égaux. Nous sommes tous égaux. Nous sommes dans un système aristocratique, en fait. Il y a la masse et il y a l'élite. Et l'élite a ses logiques. Les masses ont leur logique.
partir de l'instant où les masses élisent des élites qui les gouvernent, si les masses ne sont plus d'accord sur l'orientation de la gouvernance, elles doivent attendre 5 ans. Et surtout, leur combat, c'est de faire en sorte que les institutions arbitrales qui arbitrent les élections soient des institutions qui sont correctes. Quand ces institutions sont manipulées, ne sont pas correctes, le peuple est chaque fois trompé. À chaque 5 ans, il est trompé. C'est ça le combat du peuple. Le combat du peuple, c'est pas de chasser un chef d'État, c'est de faire en sorte que les institutions arbitrales fassent bien leur travail. Si nous ne sommes pas en démocratie, en fait c'est un débat en Afrique de l'Ouest, ce que nous constatons, ce que nous avions évoqué ici, tout ce qui concerne le Mali, et puis un peu la Guinée, et puis le Togo, c'est beaucoup plus dans les pays francophones que dans les pays anglophones. Les pays anglophones ont trouvé des formules. Au Ghana, c'est le CPP et le NDC, n'est-ce pas? Puis c'est pas NDC, c'est CPP. Il y a des petits partis périphériques qui ne prennent jamais le pouvoir. Ils ont trouvé leur formule et ils ont leur stabilité. La même chose pour plein d'autres pays. Au Nigeria, en 2012, il y a eu des crises, mais ça s'est normalisé. Les pays francophones sont un cas particulier. Et les intellectuels n'ont pas fini de faire le travail. Et surtout, les conseillers des chefs d'État doivent faire leur travail. Donc là, vous lancez un appel. Je lance un appel pour une revisitation du modèle démocratique que nous avons constitutionnalisé. Parce qu'on ne peut pas, après 55 ans d'indépendance, avoir toujours des troubles politiques, des contentieux politiques. Je suis d'accord qu'on ait des contentieux sur des questions techniques. Ne faites pas cet hôpital ici, faites-le bien. On peut se déchirer sur des questions techniques, mais plus après 50 ans d'indépendance sur des questions politiques. Quand vous évoquez l'hôpital, c'était pas inscrit quand même, il y a cette question de l'hôpital Saint-Pélégrin, dont la réception devrait avoir lieu ce mois de juillet, le mois de juillet ou du moins ça, au début de ce deuxième semestre. Ça a été lâché par un ministre du gouvernement. Est-ce que ça ne crée pas une forme de gêne, puisque c'est vrai, il y a eu la Covid, mais cet hôpital, on ne sait pas si on va l'avoir cette année. Non, je crois que le ministre Tirimouan n'a pas commis une si grave erreur en annonçant la réception de l'hôpital pour le mois de fin juin, début juillet. L'erreur peut-être qui a été commise, à mon sens, c'est une erreur de communication. Dès lors que la crise de la pandémie a ralenti les travaux, le ministre aurait dû revenir dans une deuxième communication pour dire avant que son délai, le délai qu'il a donné, ne s'expire. Nous avions dit, mais vu tel, on va faire une prorogation de 3 ou de 4 mois. Les gens n'auraient plus rien dit. Donc c'est pas un problème de rectitude de sa personne, c'est un défaut de communication. Et ça rejoint la question dont nous parlions au début, qu'il faudrait que l'exécutif communique mieux. Et pas seulement l'exécutif, mais le législatif aussi. Le Parlement aussi doit mieux communiquer. On a eu une loi sur le nucléaire. Moi, j'ai envoyé des journalistes pour enquêter sur ce qu'il y a sous cette loi. Ils n'ont rien trouvé. Je suis monsieur l'honorable Abbas Kabwa à la télé et c'est lui qui nous explique qu'en fait que cette loi est liée à une question d'ingénierie médicale. Vous voyez, c'est une question qui est très intéressante sur laquelle le Parlement pourrait communiquer. Dans des pays comme la France, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, les parlements font régulièrement des conférences de presse, chaque 3 mois, où on explique, on fait le point sur les lois qui ont été votées, les discussions en cours. Et on peut le faire, rien n'empêche le Togo de le faire. Voilà. On retourne le téléphone. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, oui, c'est Papa Sogine Kopiamkive. Oui, allez-y. Bon, tout à l'heure, notre invité a parlé d'une alternance négociée. Est-ce quoi seulement que cette alternance négociée peut arriver au Togo? Et quand IFO a planifié ça, qu'est-ce que ça lui a donné? Où est-ce ça peut dans la lutte de vie? Bien, merci de nous avoir appelé depuis Amoukive. Cher monsieur, je ne peux que vous donner un peu raison,
parce que l'alternance pacifique qui a été promise, négociée, n'est pas encore arrivée. Donc je ne vous blâme point. Mais donnez-nous encore un peu de temps. Non, mais en fait, quand vous demandez du temps, est-ce que c'est pas du bluff? Ce n'est pas du bluff. C'est pas du bluff. Non, mais en fait, on sait quand même que votre parti, l'UFC, s'est nettement fragilisé et l'opposition togolaise s'est affaiblie de plus en plus depuis quelque temps. Et quand vous dites qu'il faut vous donner du temps, je ne sais pas si on doit dire que c'est prendre les Togolais pour des cons ou des ploucs, mais est-ce que c'est pas trop gros, tout simplement? Non, vous savez, un accord a été signé avec la médiation des Américains, des Français et du Vatican. Mais est-ce qu'ils n'ont pas oublié, les Américains, les Français, les Vaticains, est-ce qu'ils n'ont pas oublié cet accord? Non, ils ne peuvent pas l'avoir oublié. Parce que c'est sur fond de cet accord-là que les crises ont été gérées. Absolument. Les Togolais croient que cet accord est obsolète. Ils se trompent. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est la constitution de la force capable de pouvoir négocier le passage pacifique du pouvoir. La scission, la rébellion de Jean-Pierre Fabre, de George Lawson, de tous ceux que vous connaissez, a fragilisé l'UFC. Mais nous sommes dans un défi, le défi de nous reconstruire, de nous recomposer. Tant que l'UFC et UNIR ne se sont pas assis ou assises pour dire que l'accord est terminé, nous faisons un bilan conjoint, l'accord est terminé, nous considérons que ce qu'on nous a promis reste toujours valable. Et ce que nous avons promis, nous continuons de le donner. Donc nous attendons que ce qu'on nous a promis nous soit donné. Et nous avons du temps pour faire le bilan. Le bilan n'est pas terminé. Les populations ont trop hâte. Il y a plein de problèmes à régler au Togo. Des questions d'accords commerciaux avec les partenaires, des problèmes au niveau de l'armée, il y a plein de problèmes qu'il faut régler avant de faire cette passation pacifique du pouvoir. Quand on vous écoute là, les Togolais doivent attendre peut-être encore une vingtaine d'années, une trentaine, une cinquantaine peut-être. Je crois que 30 ans, c'est trop. Je crois que 20 ans, c'est trop. Et je crois qu'au plus, 10 ans est raisonnable. Quand on suit les dernières élections au Togo, les résultats officiels qui ont été donnés à la suite de ces élections montrent que l'opposition togolaise, elle dégringole totalement. Ce qui font le scepticisme de certains Togolais ou de certains observateurs face à votre foi en cet accord, les dernières élections législatives, unies à une majorité assez effroyable, les élections municipales, la même chose, la dernière élection présidentielle. Donc, pour un certain nombre de Togolais, ils ne croient même plus qu'on aura une alternance dans ce pays. Même si on négocie une alternance, il faut qu'il y ait la plus populaire. Les partis d'opposition du Togo ont cessé de travailler. Tous les états-majors doivent être honnêtes pour dire qu'ils ne travaillent plus. Y compris l'UFC? L'UFC fait un travail dans le silence. Je le dis parce que nous faisons un travail dans le silence pour reconstituer notre parti, du nord jusqu'au sud. C'est pour cela que toutes les échéances électorales que vous avez, nous avons toujours eu un profil bas parce qu'on n'est pas encore prêt pour rentrer dans la compétition vraie. Mais les partis d'opposition, les autres partis d'opposition qui s'agitent et qui vont aux élections ne travaillent plus sur le terrain. Alors, c'est normal que UNIR gagne parce que UNIR a toujours ses relais partout dans le territoire. Sur le territoire, UNIR travaille de façon inlassable. Il faut qu'on se recommence à travailler. Tous les partis qui se rassemblent à Lomé, qui vont sur les médias et qui disent plein de choses, mais qui sur le terrain n'arrivent pas à placer des délégués dans les bureaux de vote, donc sont incapables de recevoir des procès-verbaux, ils ne peuvent pas prendre le pouvoir. Et ils n'ont pas la capacité, l'habilité de négocier même un transfert de pouvoir. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, vu ce que vous décrivez là, l'incapacité d'un certain nombre de partis de l'opposition à travailler sur le terrain, vu que vous travaillez sur le terrain de façon comment je dirais ça, sans communiquer forcément sur ce travail-là, et on peut dire que c'est vous qui finirez par négocier cette alternance une nouvelle fois?
Nous sommes déjà dans la négociation. Non, mais en fait, un certain nombre de Togolais ne croient plus à ce qui s'est passé entre Chris Olympio et Fonia Simbe. Est-ce que, par exemple, est-ce que c'est vous, finalement, Gada, qui est là, peut-être Tchapé, le député, comment il s'appelle déjà, à l'UPI, est-ce que c'est vous qui incarnerez cette force qui négociera finalement cette alternance? Nous formons une équipe qui travaillons dans ce sens, avec le parrainage et l'autorisation du patron, c'est-à-dire de M. Gilles Olympio. Au moment venu, nous ferons des communications sur cette question. On va avoir un dernier auditeur. J'ai aussi beaucoup de commentaires et un certain nombre de Togolais qui ne sont pas d'accord avec ce que vous dites. Et je ne vais pas aussi pouvoir diffuser certains de ces commentaires à l'antenne. Et voilà. Non, ben, allez-y. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Pierrot. Oui, coucou, comment vous allez? Je vais très bien. Oui, allez-y. Et je suis en invité. Bonjour. Super, monsieur Pierrot. Notre invité a dit quelque part que si le peuple togolais veut l'alternance tout de suite, il y aura 20 à 30 ans d'instabilité dans le pays. Parce qu'il faut une alternance négociée. J'ai déjà posé la question à quand nous allons attendre cette alternance négociée. Vous avez parlé de 20 à 30 ans. Il a dit que non, que c'est trop, c'est beaucoup, qu'il faut 10 ans. Je voudrais demander à notre invité, avec la main sur la conscience, est-ce qu'il travaille aujourd'hui pour faire pérenniser la dictature au Togolais ou bien il travaille sincèrement pour que l'alternance arrive au Togo? Comment est-ce qu'on peut négocier quelque chose et à vous dire qu'on veut l'appui du peuple? Parce qu'on négocie, entre deux personnes. Le peuple, elle autre, veut ce qu'elle veut. Mais du moment où ils ont pu négocier l'alternance entre eux, peu importe le peuple, c'est celui qui a le pouvoir aujourd'hui. Si c'est demain qui veut qu'eux ils soient au pouvoir, ils doivent venir au pouvoir sans l'appui du peuple. Mais qu'est-ce qui bloque leur à venir au pouvoir? Et secondo, pour terminer, et sincèrement, M. Pierrot, je voudrais dire à notre invité, certaines choses, c'est comme ils insultent l'intelligence du peuple togolais. Soit ils sont là pour accompagner le pouvoir, pour être toujours au pouvoir, soit ils ne font pas pour le peuple. Si M. Justice aujourd'hui peut dire que lui, il va encore amener la tenance au Togolais, ça c'est du bluff. Merci beaucoup. Il nous reste 5 minutes pour terminer cette émission. Vous avez laissé 2 questions. Notre invité il va réagir à ces 2 questions. Merci, cher auditeur. Si votre enfant vous demande de l'eau, mais vous n'avez sous la main que de l'urine, c'est pas parce qu'il demande de l'eau avec insistance que vous lui donnerez l'urine. Nous comprenons ce que le peuple veut, ce que le peuple dit. Mais nous, en tant que des leaders, nous disons au peuple ce que tu demandes, pour l'avoir, il y a des préalables. Parce que nous ne sommes pas au même niveau d'information, j'ai dit. Maintenant, si vous dites que l'alternance pacifique dont nous parlons est un bluff, que M. Olympio a bluffé le peuple, je crois que c'est votre avis personnel. Mais ce que M. Olympio a fait et continue de faire, d'ici demain, le peuple togolais le comprendra et le verra. Nous, notre pari et notre défi, c'est d'arriver à une alternance pacifique négociée au Togo, pour que les acquis des 50 ans, les bons acquis restent. Ce qui est mauvais soit épuré. Et nous demandons le soutien du peuple, que le peuple croit en cela. Et si le peuple croit en ça, nous irons jusqu'au bout et nous apporterons aux Togolais une paix et une prospérité qui est due parce que le Togo a beaucoup souffert. Et je crois que les temps sont proches pour que les grandes choses arrivent. Bien, merci. Nous évoquions la mémoire de Tavian Morin, puisqu'il était jeune, l'engagement des jeunes en politique. Il faut dire que son combat a tourné coup. En 92 déjà, il a trouvé la mort en juillet. Est-ce que ce n'est pas des situations qui peuvent décourager un certain nombre d'acteurs togolais, d'acteurs jeunes à s'engager eux aussi en politique, vu aussi qu'après près de 30 ans de combat politique, notamment liés à l'alternance, les Togolais continuent par se demander à quand cette alternance-là. Est-ce que ce n'est pas décourageant toute cette situation pour les jeunes à s'engager massivement en politique? M. Tavian Morin, père son âme, a été assassiné durant la guerre.
Depuis 2007, citez-moi le nom d'un seul leader politicien jeune qui a été assassiné. Exception faite de M. Atouche Agobé, paix à son âme aussi. Depuis que l'accord a été signé, parce que dans l'accord, M. Olympio a demandé à ses hauts partenaires la chasse, les tueries, l'assassinat politique, que ça s'arrête. Que les Togolais puissent revenir au Togo, qu'il n'y ait plus de morts dans la question politique au Togo. Non, mais en fait, ce que vous dites ce que vous dites n'est pas totalement vrai. Il y a eu beaucoup de morts depuis 2005. Il y a eu beaucoup. Non, les morts dont nous parlons, vous parlez de Tavu Amorin. Oui, j'ai parlé de Tavu Amorin, c'est une mais lumière. par exemple, quand un jeune sort dans la rue et qui manifeste, parce qu'il a des convictions profondes, quand il meurt, on peut comparer cette mort-là à la mort de Tavu Amorin. Il y a eu des morts, par exemple, des élèves à Dapan. Est-ce qu'on ne peut pas comparer ces assassinats-là, l'assassinat de Tavu Amorin? Je crois que chaque fois qu'il y a mort d'homme, c'est déplorable. Mais l'esprit qui a tué Tavu Amorin, je ne crois pas que cet esprit, s'il existe toujours, fonctionnerait toujours de la même façon aujourd'hui. Mais est-ce que ce n'est pas le même esprit? Je ne crois pas. Les choses ont changé. Oui, mais c'est ce qu'il y a dans un certain nombre d'états-majors. On estime que c'est l'esprit de la conservation du pouvoir qui fait tuer un certain nombre d'acteurs qui s'élèvent contre le pouvoir en place. Le pouvoir se conserve. Il se conservera toujours. Jusqu'au moment où la classe politique trouvera un consensus pour une passation négociée pacifique du pouvoir. N'oubliez pas, retenez ça. Tant que les tenants du pouvoir actuel n'ont pas de garantie qu'après leur départ, il n'y aurait pas de massacre, il n'y aurait pas de chasse aux sorcières, ils conserveront le pouvoir. C'est une loi de la politique. Est-ce qu'ailleurs, quand il y a eu l'alternance, par exemple au Bénin et au Mali, au Sénégal, est-ce qu'il y a eu des massacres par la suite? C'est des théâtres qui sont complètement différents. Le régime en place au Togo est venu en 1969. D'abord 63, 67, 69. A été mis en place, le RPT mis en place. Vous savez très bien qu'on pose un problème d'illégitimité qui se pose depuis longtemps. Et cela a été soulevé durant la conférence nationale dite souveraine. Ce problème demeure. C'est des pays qui sont différents. Nous disons aux Togolais de rester calmes. Les problèmes qu'il y a eu depuis 90, les opposants qui se sont lancés dans la lutte, aujourd'hui ça fait 30 ans, vous l'avez dit. Quel est le résultat obtenu? Concrètement, quel est le résultat obtenu? Des gens qui ont perdu la vie, des reculs, beaucoup de Togolais dans la diaspora. Mais le régime combattu est toujours en place. Alors il faut changer de méthode. Il faut changer de méthode. Ok, c'est ça votre conclusion. Ça met fin à l'émission de ce jour. Notre invité, Dr Ekwe Foli Dada de l'Union des forces de changement. Merci d'être resté à la technique. Moi, je suis Pierrot Atiobé. Bonne suite de programme sur Pyramide FM. Au revoir.